Bonjour Monsieur Pocardessac. Bonjour Diane, bonjour Eric. Bonjour monsieur. Je dirais pas que vous êtes un nouveau, puisqu'on se connaît depuis longtemps. D'ailleurs, j'ai connu vos parents avant vous. Oui, c'est exact. Vous aviez Avant correspondu vous, avec donc mon vous père. êtes un ancien. Et bon, donc on reprend nos bonnes habitudes parisiennes. Exactement, c'est Très reparti. bien. Eh bien, allez-y. Première Feu. question. Bernard Scarsini, ex-directeur de la DCRI, a mis en examen pour de nombreux chefs d'accusation tels que violation du secret de l'enquête, trafic d'influence, détournement de fonds publics, compromission, entrave aux investigations, faux en écriture publique et usage de faux, recel de violation du secret de l'instruction. Pouvez-vous éclaircir cette Il n'y en a pas affaire? plus. Non. Si, enfin, c'est celle que j'ai notée en tout cas pour cette enquête. Bon, eh bien, je dirais qu'il est à l'image de son ancien patron, Sarkozy. Puisque c'est Sarkozy qui l'a nommé. Qui l'a nommé à la tête de la DCRI. C'est lui qui a géré, Squarcini, sous les ordres de Sarkozy, qui a géré l'affaire Mera. Aux aspects tellement curieux, cet homme que l'on savait être membre de la DCRI, qui tutoyait Squarcini comme un vieux pote. Et puis un beau jour, on nous dit que c'est l'assassin de ceci, de cela, l'affaire de Toulouse et autres, Montauban je crois aussi. Et donc on encercle son appartement avec le GIGN ou je ne sais plus quoi encore. Et au moment où on commence à tirer sur ce Mera, il dit « Mais pourquoi vous voulez me tuer ?» Et alors là, on garde tout de même un certain nombre de points d'interrogation, disant « Mais voyons, il y a quelque chose qui ne va pas là. » Comment? On sait qu'il est collaborateur de la DCRI, et maintenant, pof, c'est plus le pote de Squarcini, on lui tire dessus. D'où les doutes sur la réalité de l'attentat, ou tout au moins des responsables de l'attentat. Et c'est tout le problème de ces attentats sous fausse flag, comme on dit, sous fausse bannière, qu'en fait ce sont des moyens de dresser la population française contre le monde musulman, au bénéfice de qui? Selon la bonne vieille formule, à qui profite le crime? Voilà pourquoi votre question est intéressante, c'est que ça remet en lumière non seulement tous ces magouillages du personnage, qui vont avec celle, je le répète, de son patron, ex-patron, mais le rôle très douteux qu'il a joué dans l'affaire Mera. Mais du coup, pourquoi c'est lui aujourd'hui qui est sous le feu des juges? Alors, le médias problème de la justice en France est très mystérieux. Alors, incontestablement, il y a un aspect gauchiste dans la justice française, et parmi les gauchistes, il y a de curieux personnages qui sont relativement nos alliés potentiels, notamment parce que certains sont pro-palestiniens, sont pas particulièrement pro-sionistes, je dis certains, pas tous, et qu'il y en a aussi qui, par leur esprit quelque peu anarchiste, aiment mettre le bazar partout. Donc, l'une de ces trois possibilités éclaire un petit peu pourquoi brusquement certaines affaires qui sont connues depuis longtemps, brusquement remontent à la surface. Est-ce que c'est dû à la période électorale? Ah, évidemment, évidemment. Donc, On est en plein donc c'est jeu de l'Élysée billard. qui- On est en plein jeu de billard. C'est l'Élysée. C'est pour salir Ouais, un peu Sarkozy. Sarkozy, bien qu'à la place de Hollande, moi je préférais avoir un Sarkozy face à moi, plutôt qu'un Juppé ou qu'une Marine Le Pen, ou qu'un Fillon. Moi je préférais un Fillon, soit Marine Le Pen, soit Fillon, c'est pas compliqué. Dès que l'on devient français, nos ancêtres sont gaulois. Que vous inspire cette déclaration de Nicolas Sarkozy? Il sait pas quoi faire pour se faire bien voir des milieux de droite, et religieux aussi d'ailleurs, parce que il n'y a pas plus catho que lui comme maintenant, il n'y a pas plus nationaliste que lui en ce moment, mais votre question interpelle, comme on dit. Est-ce que vous ne trouvez pas curieux que tous ces milieux républicains prennent comme ascendance, pour se faire bien voir, les Gaulois, pas l'héritage de Clovis? Pourquoi?
Parce que l'héritage de Clovis, c'est quoi? C'est le baptême de la France à Reims. Et ça leur convient pas du tout. C'est pour ça donc, que c'est nos ancêtres les Gaulois. Et alors, il y a une chose très curieuse, c'est que je suis tombé il y a pas longtemps, il doit y avoir dans un numéro d'il y a 3 mois environ, de la revue Militant, qui est l'organe du Parti nationaliste français, sur un article du jeune Rouennais, que vous avez connu, qui lui aussi, nos ancêtres les Gaulois. Clovis ne connaît pas. C'est aussi une formule consacrée. Oh, mais consacrée par qui? La République? Ben, alors c'est tout de même curieux que des nationalistes qui se revendiquent comme tels ne pensent pas tout de même à l'importance de ce que représente Clovis dans son rôle de la formation du royaume français catholique. Alors que, je regrette beaucoup, les Gaulois, ils n'étaient pas catholiques, ils étaient plutôt païens. En fait, il a voulu être identitaire tout en restant laïciste. Voilà, exactement. Exactement. Très juste. Donc c'est ciblé. C'est ciblé, ben, bien entendu que c'est ciblé, ils sont pas fous. Et en même temps, est-ce qu'il n'y a pas un côté Karcher 2007 devient... Oui, non mais nos c'est ancêtres les Gaulois en évident, 2012? c'est évident, ils cherchent à se faire bien voir, c'est tout. C'est de la poudre aux yeux. Mais en tout cas, j'ai rarement vu quelqu'un avec une telle capacité de mensonge et capable de tabler sur la bêtise des Français, leur manque de mémoire. Comme disait le maréchal Pétain, Français, vous avez la mémoire courte. Ben, on le vérifie tous les jours. Du coup, Sarkozy, visiblement, souhaite doubler Marine Le Pen sur sa droite. Tout à fait. Est-ce que Alors certains diraient que c'est pas trop à difficile, certains diraient que c'est pas difficile, mais là encore, il faut tout de même bien regarder les choses en face. Et traiter le Front National de parti gauchisant, etc., ça dépend ce qu'on voit. Il est certain que le Front National est beaucoup plus social que Sarkozy et toute la bande de rigolos des Républicains, qui sont de bons suppôts et supports du mondialisme cosmopolite, financier et compagnie. Donc ce qui dérange en partie dans le Front National pour ces gens-là, c'est l'aspect social. Et moi, je ne vois pas d'inconvénient. Sous réserve d'inventaire de ce qu'ils feront si jamais ils arrivent au pouvoir. Souhaitez-vous revenir sur la campagne de Macron? Ah oui. Curieux personnage. Alors, avez-vous vu cette annonce toute récente que le conseiller jusqu'à ces derniers temps de Patrick Drahi, cette espèce de financier franco-israélien qui rachète tous les médias, chaînes d'information, etc. en France et en Europe, sans payer un sou, uniquement en comptant sur le rendement de ce qu'il achète pour rembourser sa dette. Donc, il avait comme collaborateur, comme conseiller, un certain Bernard Mourad, qui devient le porte-parole, le chef de la campagne électorale de Macron. Donc c'est très intéressant parce que ce Mourad vient de la banque Morgan Stanley, alors que Macron vient de la banque Rothschild. Alors, et c'est ça qui, en principe, nous dit-on, fait saliver les Français. Encore une fois, ils ne savent pas regarder, ils ne savent pas écouter, ils ne savent pas lire. Voilà, j'ai répondu à votre question. Oui, merci bien. Civitas en politique? Bon, je crois que c'est un petit peu tôt pour dire ce que l'on peut en penser. Moi, ce qui me chatouille un petit peu, c'est de voir quels sont ses proches collaborateurs. Anne Brassier, par exemple, qui a été très longtemps, et je pense qu'elle l'est toujours quand même, très proche de Henri de Lesquen. Je me rappellerai toujours que lorsque, sur mon instigation, Serge de Beketch avait voulu organiser une confrontation entre Lesquen et moi à l'époque, puisque je dénonçais justement la démarche du Club de l'Horloge et compagnie, et de Lesquen,
c'est Anne Brassier qui, la veille de l'entretien organisé, m'avait téléphoné en me disant « Voilà, c'est pas possible, M. Henri Lesquin est trop occupé. » Donc c'était vraiment quelqu'un de très proche d'Henri Lesquin. Bon. Et puis cette femme, visiblement, passe partout où on veut bien l'accueillir et elle cherche toujours à être une cheville ouvrière quelque part et à faire son beurre là-dedans. Et puis alors l'autre, c'est Thierry Bouzard, je crois. Oui, qui est responsable pour la région parisienne. C'est ça. Et coordinateur des voilà. actions nationales. Alors Thierry Bouzard, je l'ai connu un petit peu quand il était auprès de Maigret et qu'il était, je crois, le rédacteur en chef de la revue Le Chêne, qui était la revue de Maigret. Et alors, je sais qu'il m'en veut terriblement parce que je lui ai tendu un piège. Pas exprès, mais ça s'est révélé être un piège. C'est que Maigret, essayant de me convaincre qu'il avait complètement changé sa cutie, m'envoie une lettre remarquable contre la Révolution française, etc. Un texte parfaitement nationaliste. J'en ai fait état d'ailleurs dans mon livre... je crois que ça doit être dans le national... Enfin, bref, j'en ai déjà fait état. Et à l'époque, je téléphone à Thierry Bouzard, que je connaissais un petit peu de nom, en disant « Mais il y a un texte remarquable de votre patron. » Je lui envoie la copie de la lettre que Maigret m'avait envoyée. Bouzard publie ça dans le Chêne. Le journal Le Monde s'en empare, en disant « Oh là là, mais c'est épouvantable, qu'est-ce que Bruno Maigret a écrit là, etc. etc. Voilà la lettre qu'il a écrite à un des représentants de la droite nationaliste et catholique française, Philippe Loncard-d'Assac. » Texto. On présente, je sais plus dans quel livre c'est. Bon, bref, peu importe. Et à partir de là, Thierry Bouzard m'en a voulu parce qu'il s'est fait tirer les oreilles par Maigret. Ce qui voulait dire que le petit Maigret n'était pas très sincère dans sa lettre. C'est QFD. Voilà, pour ça, quand je vois ces deux personnages-là dans l'entourage proche de ce brave Alain Escada, que je connais aussi depuis très longtemps, ça me fait doucement sourire. Je ne pense pas qu'ils iront trop loin. Et puis il a un aspect clérical qui me dérange. Pourtant, je suis catholique pratiquant, traditionnaliste, mais pas tradi. Je suis pas pharisien. Et on verra. Et puis encore une fois, c'est toujours cette illusion que je donnais d'ailleurs dans le dernier numéro de la politique, l'illusoire union de la carpe et du lapin. On ne peut pas mélanger des choses contraires, c'est pas possible. Alors quels sont vos pronostics pour les élections ? Je suis pas Madame Soleil. Bon, enfin, soyons sérieux. Je pense qu'il y aura une très forte poussée en faveur de Marine Le Pen. Je ne suis pas persuadé qu'elle arrive à faire les 50% nécessaires, plus 1 au moins. Maintenant, vu l'évolution de la situation en France, tout est possible. Il est certain que vous avez vu l'un et l'autre dans le dernier numéro de la politique, justement dans mon éditorial l'illusoire union de la carpe et du lapin, je dis en premier choix Marine Le Pen, en faisant le pari qu'elle fera sauter l'Europe, l'euro et compagnie. Voilà, c'est l'objectif premier, utiliser le Front National comme explosif. Et comme deuxième choix, Fillon, que les médias détestent visiblement, et ils ont leur raison, c'est évident, parce qu'il n'a pas de casserole, lui. Contrairement à Sarkozy, Juppé et compagnie, qui sont deux repris de justice, enfin, poursuivis par la justice encore aujourd'hui, et qui curieusement passent à travers tous les trucs, parce qu'il est tellement flagrant qu'il est mêlé à tout ça, et curieusement il passe à travers. C'est même bizarre. Donc les médias sont contre Juppé, fondamentalement, fanatiquement. Contre Fillon. Contre Fillon, et sa valeur d'enseignement. S'ils sont contre, c'est que, bien qu'il soit ceci ou cela, il est gaulliste, il est quelque peu pro-européen, bien que j'ai vu dans ces derniers trucs, il est tout de même pour une certaine Europe revue et corrigée. Donc voilà, quels sont les choix qui nous sont à notre portée. Vous savez très bien que je ne suis pas démocrate. Mais il faut faire avec ce que l'on a, utiliser les choses qui peuvent nous servir
Et vous savez très bien que le but de mon entreprise politique, c'est de former des cadres qui serviront toujours un jour, quel que soit l'avenir. Et ils serviront, si on veut bien suivre mes conseils d'entrisme dans le Front National, ils serviront éventuellement, et j'y compte bien, à modifier le Front National de l'intérieur par le biais des élections internes. Voilà, c'est ce que je plaide. Très bien. Avez-vous entendu parler de Grégory Shelley alias Hulkan, cet hacker juif s'attaquant aux journalistes de rue 89 qu'il juge trop favorables à la cause palestinienne? Bon, alors ça, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur une certaine partie de la gauche pro-palestinienne et anti-sioniste. Hein. Donc ça rejoint ça pour rue 69. 89. Mais le Hulkan en question n'est pas simplement connu pour ses attaques contre rue 89, il est connu aussi pour avoir fait, et il s'en vante, pour avoir fait condamner Soral. Et je me demande s'il n'est pas derrière le truc de Rissen. Ce qui est arrivé à Rissen aussi, j'en suis pas sûr. Mais donc voilà, ce sont des chasseurs de sorcières, hein, ces gens-là. C'est vrai que traditionnellement, l'extrême gauche en France était plutôt anti-sioniste. Quelle a été la première réaction de gauche contre les conséquences de la Révolution dite française, contre l'abolition des corporations et l'interdiction de toute reconstitution de loi de défense, de structure de défense du monde du travail? Ça a été qui? Ça a été les Toussenel, ça a été les Sorel, ça a été les Proudhon, qui étaient socialistes. Mais des socialistes qui n'étaient pas marxistes encore, qui n'étaient pas, et qui étaient anti-sémites. Donc vous voyez, on retrouve une filiation dans une certaine gauche avec cette première réaction contre ce qu'avait fait la Révolution dite française. On retrouve encore cette tradition aujourd'hui. Donc, c'est comme pour tout. Il ne faut pas dire la gauche, il ne faut pas dire la droite, il ne faut pas dire les catholiques. Il faut examiner chaque cas, en fonction de ce qu'ils disent réellement. Il y a un livre d'Arnaud Imatz qui est sorti sur la fausse distinction droite-gauche. On pourra peut-être l'étudier et en parler la prochaine fois. La distinction droite-gauche, vous savez, c'est complètement débile cette histoire-là. Ça dépend du hasard qui a fait que les représentants de la Révolution la plus extrême à l'époque se sont assis à gauche et que les Girondins n'ont plus trouvé de place qu'à droite. Donc là, ça rejoint la question là aussi. C'est que, en fait, c'est une division. C'est une fausse division. Parce qu'en fait, les uns voulaient pousser la Révolution plus loin, les autres voulaient s'arrêter là où la Révolution les avait amenés au pouvoir, et c'est l'éternelle querelle entre cette droite libérale et la gauche marxiste. C'est une question de méthode avec la droite libérale. Ils font le même jeu de la Révolution, mais par petites touches, progressivement, comme l'a fait Sarkozy, et les braves bourgeois, conservateurs, bien pensants, applaudissant, votant pour lui. Ils vont encore certainement voter pour lui, peut-être moins que précédemment. Et puis la gauche, qui, elle, y va franco. Donc avec elle, il n'y a pas de surprise, on sait ce que c'est. Pourquoi croyez-vous que j'ai fait voter Hollande contre Sarkozy? Certains ont été surpris, c'est évident. Pourtant, je n'ai pas eu de défection. Parmi les abonnés à la politique, il n'y en a pas eu un qui a fait défection. Je ne sais pas s'ils ont suivi ma consigne ou pas, mais ils sont restés abonnés. Et pourquoi je fais ça? Parce que je savais qu'avec les socialistes, ils allaient y aller à la hache, et que ça deviendrait tellement visible que les bien-pensants ne pourraient pas faire semblant de ne pas voir. Tandis que si Sarkozy était passé, il aurait continué ce petite politique comme ça, mine de rien. Écoutez, rappelez-vous quand même, c'est sous Sarkozy que l'enseignement à la compréhension de l'homosexualité a commencé, avec son ministre de l'Éducation nationale, Luc Châtel, la rentrée 2010. La rentrée 2011, c'était quoi? La théorie du genre. C'était pas les socialistes. Hein? Alors, quelle est la différence entre les libéraux et les socialistes?
une question de tempo, c'est tout. Que pensez-vous de l'israélisation de la sûreté nationale en France ? Il n'y a pas que ça. Toute la société française, par la presse, c'est évident. C'est Zemmour. Rappelez-vous le truc de Zemmour dans son dernier bouquin, appelant le Tsahal et les spécialistes de Tsahal à la rescousse pour maîtriser le danger islamique. Bon, c'est bien gentil ça. Bon, et si on remontait un petit peu aux causes, hein ? Les causes, c'est quoi ? C'est déjà De Gaulle avec la décolonisation. S'il n'y avait pas eu la décolonisation, ces gens-là ne viendraient pas en France pour essayer de vivre un peu mieux que dans leur pays libéré, des afro-colonialistes que nous étions. Et puis après De Gaulle, toute la succession de tous les présidents de la République qui ont commencé à faire entrer ces gens qui venaient en France. Et alors, ce qu'il y a de plus pervers, c'est que non seulement ils venaient en France, mais ils étaient attirés à venir en France par toutes les lois et facilités financières qu'on a accordées aux nouveaux venants, dont ne bénéficient même pas, et je me répète encore, parce qu'il faut tout de même que les Français le sachent, aux Français les plus défavorisés. C'est ce qu'on appelle la préférence étrangère. Rappelez-vous la disposition de Sarkozy avec la discrimination positive. Et du coup, la question qui en découle dans cette israélisation de la politique française, pouvez-vous nous parler des Sayanim ? Qui sont-ils ? Eh bien, effectivement, c'est lié, parce que les Sayanim, c'est quoi ? C'est le nom que l'on donne à des agents dormants israéliens, ou non israéliens, Et là, on peut mettre dans cette catégorie, par exemple, tous les Maran, Jean-Bernard Anthony, qui vous parle constamment de l'islam, mais se garde bien de rappeler qui a fait venir l'islam. Quelles sont les causes ? Remonter. Moi, quand je vois quelqu'un qui critique l'islam et d'autres choses, sans remonter aux causes, je me dis ou bien tu es un crétin, ou bien tu es un suspect. C'est dit. Que pensez-vous de l'investissement de l'État, 700 millions d'euros, pour sauver le site Alstom de Belfort ? C'est de la poudre aux yeux électorale en fonction des prochaines présidentielles. Alors, il faut bien voir deux choses dans cette affaire-là. Incontestablement, il y a un outil industriel français. Il y a des sites qui sont stratégiques au point de vue représentation de notre pays. Bon, Alstom a créé son image notamment avec le TGV. Et une partie a été vendue aux Américains déjà, ce qui n'aurait jamais dû être fait. L'État français, soucieux de la défense des intérêts français, doit préserver ses industries principales. Et je dirais même, elles devraient être nationalisées, tout au moins dans un premier temps pour les sauver. Alors, ce qu'il y a de dérangeant dans cette décision qui sauve momentanément, parce que ce n'est que momentané cette affaire-là, il ne faut pas se faire des illusions, et les ouvriers feraient bien de ne pas se faire des illusions, c'est que on va construire, je crois, 28 TGV, si mes souvenirs sont exacts, mais qui ne seront pas destinés aux lignes à grande vitesse, mais pour des lignes secondaires où on ne peut pas rouler à plus de 120 à l'heure. Alors, est-ce qu'il ne serait pas logique, par exemple, de réduire le nombre de TGV construits pour, en concomitance, construire des lignes, par exemple les liaisons Marseille-Bordeaux ou Bordeaux-Lyon, etc., en ligne en grande vitesse, ce qui n'existe pas. Donc c'est aberrant, on construit des outils qui sont des joyaux de notre technologie, mais on n'a pas les lignes ferroviaires capables de les faire rouler dessus. Mais ça va pas, non ? Que vous inspire la désignation de François Hollande comme homme de l'État de l'année ? Ah bah c'est une petite médaille de récompense, voyons. C'est le petit toutou du mondialisme qui est récompensé, point à la ligne, avec l'histoire sur le climat qu'il a fait voter, avec son petit Fabius et compagnie. Il était le bon petit soldat du mondialisme, puisque cette histoire climatique, c'est une entreprise du climat pour forcer les États à se mettre sous la domination mondiale. Point.
Finalement, c'est la médaille en chocolat. La médaille en chocolat, qui c'est exactement ça, révèle son tout à bilan. fait, la petite sucette. Tu as bien travaillé, mon petit François, une petite sucette. Alors, une initiative politique très différente. 10 parlementaires français pro-russes se sont rendus en Crimée, notamment avec Thierry Mariani. Ça a suscité une polémique. Qu'est-ce que ça vous inspire? Bah, ça m'inspire qu'ils ne sont pas complètement idiots ou fanatiques comme les autres. Et c'est d'ailleurs la position de Fillon, qui lui est reprochée justement par les médias. Ils ont raison. Ils ont raison. Pourquoi continuer à rester aux ordres des Américains qui font tout pour nous torpiller? Rappelez-vous, chaque fois qu'ils peuvent nous tirer du fric, sans compter les politiques qu'ils nous font faire qui sont contraires à nos intérêts. Qu'est-ce que l'industrie française n'a pas perdu en obéissant au dictat américain de ne plus commercer avec l'Iran? Peugeot s'en est retiré, Renault s'en est retiré, nos principales industries, y compris aéronautiques, s'en est retiré. Tout ça pour être bien gentil aux ordres des Américains. Et les Américains récompensent qu'est-ce qu'ils nous font? Eh bien, prenez par exemple ce qu'ils ont fait avec la BNP. Oui, l'amende astronomique. La somme astronomique, parce que la BNP avait osé faire des échanges avec l'Iran et le Soudan, je crois. Voilà. Donc, il faut qu'on sorte de cet aplatissement devant les Américains. Ils n'ont jamais été nos alliés, y compris pour la guerre de 14. Ils se sont simplement implantés en Europe pour leurs intérêts, pas pour les nôtres. Et notre allié naturel, qui est continental, c'est la Russie. Et encore plus la Russie de Poutine, c'est évident. Stiglitz veut diviser l'euro en deux monnaies, l'euro du Nord et l'euro du Sud. Alors, j'ai quelques doutes sur l'origine de ce Stiglitz. Vous avez quelques notions là-dessus? Aucune. Il était prix Nobel. Oui, mais origine... Non? Bon, d'accord, peu importe. Ben, je répondrai tout simplement. Ça va faire des fonctionnaires de plus. Hein? Millefeuille. Pour faire l'équivalence entre la monnaie du Nord et la monnaie du Sud. Mais est-ce qu'il ne serait pas plus simple de revenir à nos monnaies nationales? Tout simplement. Ce serait la mort de l'Europe. Ben oui, évidemment, mais moi je suis pour la mort de l'Europe communautaire. Quel avenir pour la France en Europe, pour faire suite à toutes vos remarques? Ah ben je crois que j'ai déjà répondu à propos du voyage des Mariani et de ses amis en Russie. L'avenir pour la France, c'est s'allier avec la Russie. Point. Et ce sera aussi l'avenir de l'Allemagne. D'ailleurs, en Allemagne, il y a des furieuses réactions contre Angela Merkel. Vous savez qu'elle est d'origine juive. Vous ne le saviez pas, mais je peux vous le... D'ailleurs, il faudra qu'on fasse on a de quoi faire un dossier sur elle, je crois qu'on le fera dans le prochain numéro si on a la place. Elle n'a pas eu un père Elle est protestant d'origine juive, par sa mère. Et je rappellerai aussi que là, on dit, on a quelques bonnes preuves de ça, qu'ils étaient un agent de la Stasi. Donc c'est une femme qui a toujours été aux ordres du pouvoir étranger. Elle est aux ordres des Américains. Et toute sa politique mondialiste d'accueil des migrants qui lui retombe sur la figure, heureusement, parce que les Américains en râlent rel-képi, si j'ose dire, c'est ça. Et c'est ça qu'il y a d'intéressant dans la politique, c'est que le mal n'est pas nécessairement le mal. C'est que l'excès du mal peut amener une réaction. Et c'est là-dessus que je table. Le diable porte-pierre, c'est ça? Le diable porte-pierre. Exactement, Diane. Ah, vraiment, je vous aime beaucoup. Déclaration publique. Rougissez pas. Alors passons à la question suivante. Que dire du mur anti-migrants se construisant à Calais alors que le gouvernement avait annoncé le démantèlement de la jungle? Ah, mais c'était mieux que le gouvernement, c'était M. Cazeneuve. C'est bon petit représentant du Grand Orient de France, bon petit Franc-Mac, qui avait promis que la jungle allait être démantelée. Mais là où ça coince, justement, c'est que c'est pas tout de faire des promesses. C'est que quand les Français ont entendu cette promesse avec comme conséquence
que les migrants de Calais allaient être éparpillés en France, dans la France profonde. Ça n'a pas fait plaisir, évidemment, dans les campagnes. D'où une levée tout de même de boucliers. Alors qu'est-ce qu'on fait? On ne tient pas parole et on élève un mur, contrairement aux volontés des populations locales de Calais. Donc ils sont pressés. Ils veulent imposer l'immigration, ça provoque des réactions, alors ils ne savent pas comment faire pour s'en dépêtrer. Et pourtant ils veulent continuer. Parce que, écoutez, c'est tout de même invraisemblable. On nous fait pleurer avec les attentats, etc. D'accord, moi, je ne suis pas mon genre de pleurer, moi je préfère dénoncer l'ennemi, mais pas celui que l'on croit. S'ils veulent réellement se battre contre l'islam et ce que cet islam extrémiste fait, on pourrait quand même commencer par couper les pompes aspirantes et fermer les frontières. Or, c'est le contraire que l'on constate. On le constatait déjà depuis Sarkozy, qui a accéléré l'entrée des migrants chez nous. C'est lui le grand responsable de cette immigration massive. Bon, il y a les Giscard, Chirac et autres qui avaient gentiment participé, mais l'accélération phénoménale qu'il y a eu, c'est Sarkozy continué par les socialistes aujourd'hui. Si réellement ils voulaient se battre contre l'islam, il faut fermer les frontières et il faut couper les pompes aspirantes. C'est clair que le vide laissé dans les institutions qui contrôlaient, les institutions gouvernementales, qui contrôlaient tout simplement les mouvements de personnes en Libye, mais on peut aussi parler de la Syrie, ce vide a créé un énorme appel. Quel a été le rôle de la France, de la République française, en Syrie et en Libye? En Syrie, déjà depuis Sarkozy, toujours lui. On savait très bien qu'il y avait des troupes spéciales françaises qui étaient en Syrie contre le gouvernement de Bachar el-Assad, donc au profit des terroristes. Au profit des terroristes, qu'on appelle opposition modérée, my foot, comme disent les Anglais. Et en Libye, qui a déstabilisé la Libye? Mais c'est Sarkozy. Une partie des migrants, ils viennent d'où? Ils viennent de Libye, et puis du sud de la Libye aussi. Hein, et voilà ce qu'on récupère. Grâce à qui? Grâce à Sarkozy qui plaide pour les Gaulois. Ah bon? Non. Arrêtez quand même. Et du coup, on en retrouve certains à Calais, et quand on voit un général Picmal qui était allé donc manifester contre cette situation et qui se fait radier des cadres de l'armée, ça vous fait dire quoi? Vous le lirez dans mon livre sur l'armée. Je ne sais pas si vous en parlerez tout à l'heure, mais Picmal, c'est vraiment la caricature des vieilles badernes de l'armée. Ils n'ont rien compris. Et moi, ce qui me sidère, et que j'ai essayé de faire comprendre à travers de mon livre, qui va sortir très prochainement sur l'armée, c'est qu'ils sont courageux physiquement. Il ne faut pas leur enlever ça. Incontestablement, ce sont de bons combattants. Mais politiquement, ce sont des lâches. Picmal, il réagit avec ses tripes, il va manifester avec les Calaisiens contre les migrants installés et protégés par le pouvoir à Calais. Bon, très bien. Et puis Manuel Valls lui dit c'est pas bien, au garde à vous. Il se met au garde à vous, il fait une bonne petite déclaration bien républicaine. Ah mais je savais pas qu'il y avait Pegida, le mouvement allemand qui était là aussi, qui était co-organisateur. Je savais pas, je suis pas du tout un fasciste, non, je suis un bon républicain, etc. Mais qu'il la boucle, sa prestige. Ou bien qu'il ne fasse rien, ou bien s'il le fait, mais qu'il aille jusqu'au bout. Mais il ne peut pas aller jusqu'au bout parce que tous ces militaires, tous ceux qui sont passés à travers les différents filtres de la République, depuis l'affaire des fiches jusqu'à aujourd'hui, avec la libération-épuration, sont tous des gens sûrs. Soit parce qu'ils sont formatés républicains, soit parce que ce sont de bons catholiques qui resteront au garde à vous, devoir de réserve oblige. Donc, la République n'a pas de souci à se faire. Puis, donc voilà, alors ce qu'il y a de tout de même de scandaleux, c'est que alors le malheureux, on lui a coupé sa retraite, et on lui interdit de se mettre en uniforme. C'est vraiment la mesquinerie républicaine dans toute sa beauté. Que dire de la mort de Zhang Shaolin à Belleville et des manifestations
la Alors, communauté asiatique. ça, j'avoue que quand j'ai vu l'information, ça m'a un petit peu surpris. Je crois que ça a été un couac de la part de ceux qui ont fait le coup. Bon, on nous a dit que c'était un crime islamiste. Bon, je veux bien le croire. C'est curieux parce qu'il ne faut pas chatouiller les Chinois. Ils ont une façon à eux de régler les problèmes. On a très très peu parlé d'ailleurs après la première annonce. On ne sait plus du tout ce qu'est devenu l'histoire. Je ne sais pas si vous avez des renseignements là-dessus. Ce ne serait pas étonnant qu'ils fassent leur petite enquête pour savoir d'où est venu le coup. Et ceux qui ont fait le coup devraient faire attention à leurs abattis. Je crois que c'était un crime crapuleux, non il me semblait que c'était Alors, ça peut être un crime crapuleux, ça peut être une concurrence économique, même à la limite de trafic de drogue. Ça aussi, c'est possible. Mais même dans ce cadre-là, ceux qui ont fait ça, ils auraient mieux fait de s'abstenir, parce que les petits Chinois ne sont pas de rigolos. Oui, tout de suite, ils ont appelé... ils ont dénoncé un certain racisme envers leur communauté. C'est pas exclu, mais c'est une histoire trouble et je n'ai... Alors là, vraiment, ce qui est sidérant, c'est le... On n'entend plus du tout parler de cette affaire-là, sur les tenants et aboutissants de l'affaire. Enfin, c'est pas le premier problème à Belleville, où la À mon avis, ça recouvre des trafics. La communauté chinoise se plaint d'un traitement très défavorable. Ouais. Mais je dirais presque que la communauté chinoise est un facteur stabilisateur, dans une certaine mesure. Le 24 septembre dernier a eu lieu la Marche pour la paix. Que vous inspire cette manifestation? Qu'est-ce que vous voulez que je vous en dise, mon cher? C'est quoi? Il y avait tout là-dedans. Il y avait des pro-palestiniens, il y avait des pro-israéliens, il y avait des gens de gauche, il y avait des cathos. Ah, pleurons mes frères, la paix, la paix, la paix. Ouais. Quand on veut la paix, si vite pas de chaîne, parabellum, comme on disait, il faut choisir ses alliés, c'est tout. C'est pas possible. L'être humain est l'être humain, et surtout quand on a comme allié des tordus qui passent leur temps à mettre l'huile sur le feu dans l'humanité tout entière, et je désigne clairement le sionisme international et le judaïsme international, on ne peut pas avoir la paix. Parce qu'ils ont besoin des affrontements des communautés pour pouvoir installer leur pouvoir. La guerre des mondes, la guerre des civilisations. Donc pleurer pour la paix, ça ne sert strictement à rien. C'est une effusion de bons sentiments. C'est tout à fait Baba Cool et compagnie. C'est Weird World. Et il y avait même des représentants du Parti communiste, donc il y a aussi un aspect pacifiste, gauchisant, enfin gauchiste plutôt, communiste, dans cette affaire-là, qui essaye toujours de retirer, de tirer parti de certaines réactions pleines de bons sentiments. Syndrome de Stockholm et compagnie. Le grand maître du Grand Orient, Christophe Abbas, dénonce un dévoiement de la laïcité. La laïcité doit être, selon lui, d'intégration et d'émancipation, et non identitaire et xénophobe. Selon vous, la laïcité, qui servit autrefois à écraser le catholicisme, sert-elle aujourd'hui à écraser l'islam? Pas encore. Donc ça arrive. Pas encore. Pas encore. Pas encore, en tout cas pas tant que ce qu'ils attendent de l'islam pour nous submerger et nous détruire, tant que le travail n'aura pas été fait. Donc Quand le travail aura été fait, ce sera le tour de l'islam. Oui, parce que c'est une religion dogmatique et qui... Mais exactement. Et puis, il n'y a que voir, mais bon, vous ne le savez pas nécessairement, mais le nombre de musulmans qui m'écrivent et qui approuvent mes critiques sur notamment le mondialisme, et il y en a beaucoup qui ont compris. Comme d'ailleurs je l'ai écrit il n'y a pas longtemps, qui me disent, mais vous avez parfaitement raison, nous comprenons très bien ça, et j'avais commandé en disant, oui, en tout cas mieux que certains catholiques. Mais selon vous, à terme, l'islam est censé être écrabouillé par le mondialisme et subir une sorte de Vatican II Il sera, à mon avis, non, il sera écrasé militairement. Le jour où l'islam aura fait le travail. En fait, l'islam, c'est quoi aujourd'hui? C'est le rôle que tenait le communisme autrefois. Le communisme a joué le rôle
tant qu'il a estimé devoir jouer ce rôle de destruction de l'Europe chrétienne, ce qui en restait. La destruction du mur de Berlin, c'est pas Jean-Paul II. C'est simplement les institutions monétaires mondialistes américaines et autres qui ont estimé qu'il serait plus rentable pour eux de supprimer l'Union soviétique pour s'ouvrir des marchés économiques à l'Est. C'est ça le fond du problème de la fin du communisme. Et le communisme a été remplacé pour continuer à nous détruire par l'islam. Et il arrivera la même chose si l'islam ne fait pas attention, et tout l'islam, y compris l'Arabie saoudite et compagnie, il leur arrivera la même chose qu'au communisme une fois qu'ils auront rempli, comme l'escompte le mondialisme, le rôle qui lui est assigné. Mais le capitalisme libéral a aussi un rôle destructeur, bien même entendu. chez Marx. Mais bien entendu. Dans sa fluidification d'un marché étendu à toutes choses. Pourquoi croyez-vous que l'Amérique capitaliste s'est alliée avec la Russie de Staline? Parce que ce sont les deux facettes du matérialisme mondialiste. Juif. Qu'il soit aux États-Unis ou qu'il soit à Moscou, de l'époque. Les 50 ans de Chiré en Montreuil et synthèse nationale, un commentaire? Oui. C'est ce que j'ai dénoncé dans le dernier éditorial de La Politique. Je reviens sur le titre l'illusoire union de la carpe et du lapin. C'est curieux, la grande mode dans nos milieux, si on peut parler de nos milieux maintenant, parce qu'ils s'écartent de plus en plus, c'est l'illusion de l'union. Alors, on a vu ça avec Robert Ménard, Host à droite. Formule vraiment d'un débile, mais c'est pas croyable. Host à droite. Alors, il y avait tout, c'était la tour de Babel. Alors, on a retrouvé ça avec le petit Bourbon, Jérôme Bourbon, directeur de Rivarol, avec sa foire du banquet pour les 65 ans de Rivarol. Là aussi, il y avait tout. Il y avait des nationalistes, il y avait des libéraux, il y avait crypto-maçons, il y avait des homosexuels, il y avait tutti frutti. Et puis on retrouve ça dernièrement pour les 50 ans de Chiré en Montreuil. Alors là, je me suis amusé à regarder la liste des invités. Il y avait des nationalistes, des antinationalistes, des libéraux, des pas libéraux, des catholiques tradis, des pas catholiques tradis, des cédébacantistes, des pas cédébacantistes, mais tout est le contraire de tout, au nom de l'union. Mais est-ce que vous croyez que ça peut marcher? Quel peut être le projet commun de pareil assemblage? C'est pas possible. D'où la conclusion que je donnais dans mon éditorial. En fait, c'était pas une machine de guerre contre le système qui était lancé là, comme avec Ménard ou Bourbon, etc. Ce ne sont que des entreprises commerciales pour se faire du fric en faisant venir tout le monde. Et notamment, par exemple, à Chiré. Il faut savoir, je l'ai mis dans mon éditorial justement, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai claqué la porte, c'est que Chiré, premièrement, demande 53% des ventes de livres qui passent par eux. Bon, or, le tarif normal des libraires, c'est 33%, voire 40% en fonction du nombre d'exemplaires commandés. Donc, vraiment, vous imaginez tous ceux qui sont venus vendre leurs livres à Chiré, hop, 53%, ça rapporte. D'où l'intérêt d'avoir le maximum de gens, quelle que soit la tendance. Et je me rappellerai toujours, il y a 7 ans maintenant, je rencontre un jour Jean Hougy, qui était, il n'est plus maintenant, c'est son beau-fils maintenant qui a repris, tout au moins officiellement, la commande de Chiré en Montreuil. Je le rencontre à la librairie du Ken à Paris, et déjà j'étais en désaccord avec sa ligne, de vouloir amalgamer tout le monde, quelle que soit la tendance. Et j'ai dit, tu continues comme ça, tu finiras par vendre des bouquins porno. Il me regarde comme ça, oui. Je lui dis, mais oui,
Déjà à l'époque, il annonçait les livres de Philippe Ronda. Ben, regardez le catalogue de Philippe Ronda, d'Eterna, c'est très instructif. Vous savez, quand je prends quelqu'un bien en tête, Vous ne le lâchez plus. d'une part, je ne le lâche plus, mais j'ai mes munitions. Et c'est pour ça qu'on ne m'aime pas, c'est que je ne lâche jamais. Et du coup, l'union des nationalistes doit se faire sur... Sur quoi? Sur quoi? Rien. Sur rien. Des intérêts simplement communs, mais qui ne sont pas communs, il n'y a pas de doctrine. Écoutez, prenez Synthèse nationale, qui sont les grands pourfendeurs et comment dirais-je, laudateurs des brigandes. Vous savez ce que c'est que les brigandes? Oui. Hein? J'ai regardé quelques-uns de leurs trucs, c'est remarquablement bien fait d'ailleurs. Remarquablement bien fait. Mais quel est leur cheval de bataille? C'est attaquer les jésuites. Bon, alors on pourrait se dire dans un premier temps, oui, mais enfin le pape François est jésuite, donc c'est pas bien les jésuites. Bon d'accord, mais c'est pas parce qu'un homme à une certaine époque prend telle position et qu'il appartient à telle structure qu'il faut jeter cette structure dans le caniveau. Parce qu'après tout, les jésuites, l'abbé Baruel a été le premier à dénoncer le complot judéo-maçonnique. Il n'a pas été le seul jésuite. Au cours des âges, il y a eu toute une série, d'ailleurs, les principaux défenseurs de la religion catholique face à ce complot judéo-maçonnique, ça a toujours été, jusqu'à l'époque moderne, les jésuites. Qu'a fait la Troisième République avec les interdictions des institutions les plus menacées, les plus poursuivies, pas menacées, poursuivies, c'était les jésuites. Et du temps de Louis XV, quels ont été les premiers à être pourchassés? Les jésuites. Par Choiseul, les jésuites. C'était déjà l'influence maçonnique. Ah bah ça, à l'époque moderne, quand vous voyez le supérieur... Alors évidemment, c'est pour ça que j'ai bien fait la réserve, époque moderne, parce que là aussi, ils se sont fait infiltrer de l'intérieur. Avec sa tour de Babel qu'il faut recommencer, parce que ça pourrait marcher à notre époque. Non, mais c'est l'obsession, c'est ce que je dénonce dans le dernier éditorial de la politique, c'est cette espèce de babélisme sous prétexte d'union. Ça ne marchera jamais. Vous parliez d'annulation des forces. Exactement. Des forces contraires, qu'on ne crée pas une force, ça crée une annulation de force. Point. Un mot sur le procès intenté par Jean-Marie Le Pen à sa fille. Vous savez très bien ce que j'en dis, d'ailleurs j'en ai parlé dans l'histoire d'une trahison. Pour moi, et j'en apporte la preuve, Jean-Marie Le Pen est un homme tenu, alors je ne sais pas depuis quelle époque exactement, je pense qu'on peut remonter jusqu'à l'histoire de l'héritage Lambert. Je pense que ça doit être ça, parce que curieusement, la justice a conclu en sa faveur, et la chose était loin de pouvoir être jugée dans ce sens-là. Enfin bon, bref. Ce que l'on constate du parcours de Le Pen, c'est que, outre ces déclarations qui peuvent faire plaisir par certains aspects, c'est un homme hyper contradictoire. Un coup il est pétainiste, un coup il est gaulliste. Vous savez très bien que depuis tout de même un bon bout de temps, il se déclare comme seul héritier du gaullisme. Et c'est cet individu qu'un Jérôme Bourbon a invité pour les 65 ans de Rivarol, devant un public d'anti-gaullistes, chercher l'erreur, et il s'est fait applaudir. Mais la bêtise de ces milieux dits de droite nationale est pharaonique. Ils vont applaudir quelqu'un qui les a fait souffrir dans leur bien et dans leur chair. Les Français ont la mémoire courte, disait Pétain. On retombe toujours là-dessus. Non mais vous vous rendez compte, quand je pense à ça, mais je me dis, mais c'est pas possible. La bêtise humaine, vraiment, est ce qui donne le mieux la notion d'infini.
pouvez-vous commenter les propos du pape François dénonçant un sournois endoctrinement de la théorie du genre dans les manuels scolaires français? Ben voilà, c'est pour ça qu'il ne faut jamais se presser de juger quelqu'un. Alors François, le pape François, est un très curieux personnage, incontestablement. Je vais revenir sur une chose, je crois que je l'avais dit la dernière fois, mais enfin, toujours bon de répéter certaines choses. Il y a une chose qui m'avait frappé au début de son pontificat, c'est quand il avait dit « il faut être malin ». Bon, d'accord, je veux bien, mais enfin, il faut tout de même faire attention, à force d'être malin, on risque de se prendre les doigts dans le tapis. Et j'ai l'impression, alors, quelles sont les pressions qui jouent sur Rome? Et encore une fois, je vais revenir sur l'affaire de la démission de Benoît XVI. Comment Benoît XVI a été mis à la porte parce qu'il commençait à être dérangeant. Rappelez-vous, on l'a signalé dans la politique, j'en ai parlé déjà à plusieurs reprises lors d'entretiens et lors de conférences, on apprend brusquement, c'était le 1er janvier 2013, que la Banque d'Italie décidait de ne plus accepter les échanges commerciaux avec la Banque Vatican. Et était sous-entendu à condition que, enfin, si Benoît XVI restait en place. Le lendemain, Benoît XVI démissionnait. C'est historique, je n'ai pas inventé la chose, c'est historique. Donc voilà, on se rend compte qu'il y a une pesanteur sur l'Église, que si un pape ne donne pas suffisamment de gages, tu dégages. Ce qu'elle devient. Tu dégages. Alors que va-t-il arriver au pape François, après sa déclaration et sa prise de position contre la politique de Hollande-Valls et Najat Belkacem, parce qu'évidemment, la petite Najat Belkacem, elle ne fait pas de sa propre initiative, ce genre de choses. Hein. C'est la loge qui est derrière. J'ai été d'ailleurs invité dernièrement au Grand Orient. Donc, ça va être intéressant de voir les développements. Alors, évidemment, François a eu tout à fait raison de faire cette déclaration. Et je me pose une question. Est-ce que les milieux sédévacantistes qui passent leur temps à lui cracher dessus vont avoir l'honnêteté? C'est vrai pour les Bourbons, c'est vrai pour tous ceux qui passent leur temps et c'est leur fonds de commerce, un de leurs fonds de commerce, comme contre Marine Le Pen d'ailleurs, c'est le fonds de commerce. Est-ce qu'ils vont avoir l'honnêteté intellectuelle de mettre en valeur la réaction du pape François? Affaire à suivre. Curieux de savoir. Parce que il est toujours bon de mettre en garde contre certaines attitudes, mais il est aussi bon de relever ce qu'il y a de positif. Alors que doit faire un dirigeant nationaliste devant les intrusions politiques intempestives du clergé? Et peut-il contrôler le contenu des prédications et les sanctions? Oh là là, ça sent la dictature. Bon, alors ça c'est une question très intéressante. Je pense que j'y réponds dans mon livre sur l'armée, justement, parce qu'il y a un chapitre qui est consacré à la responsabilité de l'Église dans la démission de l'armée face à la République. Et je m'appuie sur un texte, dont le texte d'un certain abbé Philippe Marcy, de la Fraternité Saint-Pilice, qui plaidait que finalement le pouvoir est un reflet de la volonté divine. Vous avez bien entendu. Heureusement que vous êtes assis. Voilà. Voilà ce que certains milieux de la Fraternité Saint-Pilice tradit, en opposition avec le modernisme, en principe, et vous savez, c'est absolument faramineux. Or, si on creuse un petit peu cette affaire-là, ça répondait à l'époque où Sarkozy était au pouvoir, et c'est Sarkozy qui a libéré les héritages et les donations à la Fraternité Saint-Pilice et à la Fraternité Saint-Pierre. Moyennant quoi, les deux fraternités, au moment des élections 2012, ont fait voter Sarkozy.
Voilà le dessous des cartes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire contre ces gens-là? Bon, aller les sortir de leur perchoir quand ils prêchent, en leur disant tu la boucles, et les fiche le camp à la sacristie. Pas évident quand même. Si, il y a un moyen très simple qu'en général ils comprennent très bien, c'est ne plus verser d'argent. Et j'ai quelques échos que les donations à la fraternité Saint-Pédis et Saint-Pierre sont en chute libre. Ils ne comprendront que comme ça. Et encore, je n'en sais rien, parce qu'ils sont tenus par de multiples bouts. Vous savez très bien, les uns et les autres, j'ai déjà signalé à plusieurs reprises, que le grand responsable des finances de la fraternité Saint-Pédis était un juif, maître Maximilien Kra, qui non seulement est juif, mais qui est un juif sioniste. On a des photos de lui participant à un grand raout dans un grand hôtel de New York pour collecter des fonds pour l'université de Tel Aviv. Et voilà l'individu qui tient les finances de la fraternité Saint-Pédis. Ben écoutez, il faut être sérieux peut-être, non? Voilà, donc on ne peut lutter, non pas en les arrachant de leur perchoir quand ils disent des âneries, mais en dénonçant ce qu'ils disent. Et puis, ça fera son chemin. Très bien. Je suis un pacifiste dans mon genre, relativement. Enfin, il n'y a pas quand même que les prêtres de Fraternité Saint-Pédis. Ah bah attendez, il y a les modernistes aussi, évidemment, mais enfin eux sont dans leur rôle. Si j'ose dire. Est-ce qu'il n'y a pas un travail au niveau de la formation aussi du clergé? Mais justement, alors là, c'est justement, et là vous touchez un des points que j'ai souvent dénoncés, c'est que du temps de Monseigneur Lefebvre, les séminaristes et les jeunes prêtres étaient formés contre, à combattre l'influence et le danger de la maçonnerie. Aujourd'hui, c'est terminé. Le séminaire d'école, terminé, on n'en parle plus. Si vous avez des informations contraires, dites-le moi, j'en serais réjoui. Mais ça, j'y crois pas. Et alors, bon, c'est pas à proprement parler un clergé, mais certaines prédications dans l'islam ou dans le judaïsme qui se font en France et qui sont répréhensibles. Alors justement, là aussi, ces milieux dits tradis, ils font tête baissée dans le panneau de l'anti-islamisme. Mais encore une fois, qui nous impose cet islamisme, cet islam, hein? D'où ça vient? J'en ai parlé tout à l'heure, De Gaulle avec la décolonisation qui a été le point de départ, tous nos présidents de la République avec le coup d'accélérateur avec Sarkozy, Hollande. Bon, Sarkozy et Hollande, c'est pas simplement eux, c'est ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire le lobby judéo-maçonnique qui dirige la politique française depuis la Révolution dite française. Tout est là. Tant qu'on ne veut pas le voir, il n'y a pas de complot, tout va très bien. Question suivante, concernant les fantasmes qu'ont certains nationalistes sur la Russie et l'appel qu'ils souhaiteraient faire notamment à Poutine, leur demande d'aide ou pour ouvrir Alors, ça c'est aussi une caractéristique de cette droite nationale, voire nationaliste, de faire appel aux autres pour régler leurs propres problèmes pour lesquels ils sont incapables de se battre eux-mêmes. Pour commencer par ça. Pas trop même, point à la ligne. Moi, je défends l'alliance avec Poutine, je ne tiens pas du tout à ce que les Russes soient installés à Paris. Ça sert à rien. Les Russes ont leur rôle dans, comme pouvait l'avoir l'Allemagne du Troisième Reich. Hitler n'a pas su comprendre le rôle qu'il pouvait avoir sans faire la guerre. Ils sont à la transition entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est, et l'Asie, pour la Russie. Il y a non seulement des intérêts communs complémentaires, ils ne sont pas communs, ils sont complémentaires, et on a aussi des intérêts face à un ennemi commun que sont les États-Unis sionistes. Donc, il faut s'appuyer sur des alliés, mais il ne faut pas demander à cet allié de venir faire le travail que nous devons faire nous-mêmes. Sinon, on n'est que des vassaux, une fois de plus. On change de vassalité. Donc c'est toujours la même chose. Nos milieux, c'est une bande d'incultes, de paresseux, qui ne travaillent pas, qui ne connaissent pas l'histoire de leur pays, et qui attendent tout
des autres de l'extérieur. Voilà, c'est ce que je condamne. Donc ça sert à rien d'arrêter de tapiner en casquette burger coca pour les tapiner en chapka. Non, vodka. Chapka vodka. Entendez, c'est noté. Pouvez-vous commenter les tensions diplomatiques entre la Russie et les États-Unis au sujet du conflit syrien ? Ah oui. Bah, là encore, c'est un magnifique exemple, odieux exemple, de l'hypocrisie judéo-américaine. Est-ce que vous savez que les États-Unis ont fait un raid contre les troupes de Bachar el-Assad en pleine trêve signée conjointement par John Kerry, qui, je tiens à le rappeler, est membre des Skull and Bones, c'est-à-dire la version américaine des Illuminés. C'est le massacre qu'il y a eu. Il y a eu 80 ou 83 soldats syriens de tués dans ce raid, une centaine de blessés, donc en pleine trêve signée conjointement par les Américains et les Russes. Et maintenant, Kerry demande une enquête pour crime de guerre contre la Russie à cause de ces bombardements. Cherchez l'erreur. C'est incroyable. Leur capacité de mensonge, et évidemment, ils bénéficient de toute la presse qu'ils tiennent. Qui tient la presse, tient les cervelles de l'électeur, comme on dit. C'est incroyable, cette capacité de mensonge. Alors, ils viennent se plaindre des victimes civiles que feraient les bombardements syriens et russes, parce que les Américains n'ont jamais fait de victimes civiles dans leurs bombardements, que ce soit dans la Deuxième Guerre mondiale, y compris sur la France. Hein, les bombardements de Rouen, du Havre, etc., y compris la banlieue parisienne et Caen, etc., n'ont jamais fait de victimes civiles. Les bombardements au phosphore des anglo-américains canadiens sur Dresde, hein, avec 3 vagues successives pour que tout le monde soit bien brûlé, dommage collatéral. Hein. Et c'est ça qui vient nous donner des Hiroshima, Nagasaki. C'est fabuleux. Cette hypocrisie américano-sioniste et protestante, c'est fabuleux. Maintenant, 9 intervenants en Syrie, plus une dizaine de groupes terroristes principaux. Que pensez-vous de l'analyse de Thierry Meyssan à propos de tous ces intervenants ? Alors Thierry Meyssan, voilà encore un exemple d'un homme de gauche qui fait d'excellentes analyses. Donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Thierry Meyssan est ce qu'il est, il a des goûts particuliers, c'est son problème, mais il fait des analyses pointues, il n'est pas dupe, ça il faut le saluer. Et quelqu'un qui travaille. Et quelqu'un qui travaille, exactement quelqu'un qui travaille. Non, ce sont, chacun a des caractéristiques personnelles, on ne va pas rentrer dans le détail, ce sont des affaires personnelles. Mais moi, ce qui m'intéresse, quels sont ceux qui voient clair et qui apportent leur pierre à la dénonciation du complot contre lequel nous devons lutter. Et Thierry Meyssan en fait partie. Mais du coup, avec ce grand nombre d'intervenants, est-ce que la situation n'est pas inextricable ? Alors, Bachar el-Assad n'a pas été renversé, c'est pas le chaos total, mais c'est suffisamment le chaos pour que cette opération de déstabilisation, finalement, ait réussi d'une certaine manière. Rappelez-vous ce texte que je cite très souvent de Michael Ledeen, qui était un néoconservateur américain dans son livre The War Against the Terror Masters, la guerre contre les maîtres de la terreur. Un fameux culot, là encore. Et dans lequel il disait la question n'est pas de savoir s'il faut déstabiliser, mais comment déstabiliser. Et il parlait de la Syrie, de l'Iran, de l'Irak, du Liban, etc., etc. Donc, et ça, le livre est paru en 2002. Donc on voit très bien la progression. Ceux qui veulent effectivement, au Moyen-Orient, c'est rendre tous ces pays ingouvernables, que ce ne soient pas des pays suffisamment forts pour s'opposer à l'hégémonisme israélien dans la région. Tout est là, sans compter le problème des prix de pétrole, bien entendu.
Mais donc, par exemple, les Américains ne se retireront jamais de la Syrie tant que Bachar el-Assad... Mais même si Bachar el-Assad s'en va, prenez l'exemple de l'Iran quand Mossadegh a été renversé, qui était franchement un nationaliste iranien. Ils ont mis quoi? Ils ont mis ce pseudo-Shah d'Iran, qui était un soldat de fortune, qui n'avait aucune tradition quelque peu royale ou impériale iranienne, un vulgaire soldat de fortune, qui était l'homme des Américains, et qui a poursuivi tous les nationalistes iraniens à l'époque, avec la Savak. Donc, c'est là tout le jeu. Et je vous dis, le dénominateur commun de toute cette affaire du Moyen-Orient, c'est l'affaire du Grand Israël. Eretz Israël, le Grand Israël. Tout est là, c'est l'obsession messianique qui se vérifie sur le plan régional, mais qui compte sur l'ensemble mondial, justement pour appuyer son appui à cette promesse biblique, disent-ils. Il y a une loi américaine qui est passée contre l'Arabie Saoudite, donc on peut poursuivre quand on est citoyen américain ayant subi un dommage dans les attentats du 11 septembre. On peut poursuivre l'Arabie Saoudite. Alors, c'est très curieux. Bon, je pense que c'est curieux, oui. C'est curieux parce que, en principe, jusqu'à présent, l'Arabie Saoudite est un élément clé des Américains au Moyen-Orient. C'est un allié. Alors, pourquoi cette loi? À mon avis, elle a un but très précis, c'est accréditer une fois de plus la thèse officielle du 11 septembre. Ben Laden, citoyen d'Arabie Saoudite, donc ce sont bien des terroristes islamiques saoudiens qui ont fait le coup, etc. Sinon, je ne vois pas très bien pourquoi dénoncer l'Arabie Saoudite, qui est un bon petit soldat, dans le plan mondialiste des Américains et d'Israël. Ils sont alliés. Oui, normalement ils marchent ensemble. Ils marchent ensemble, c'est bizarre. Au premier abord, ça donne l'impression d'être une crasse dans la relation entre les deux pays. C'est curieux. C'est curieux, je vous dis, moi, la seule explication que j'estime logique quand j'ai vu l'information, c'est de me dire c'est une façon d'accréditer la thèse officielle, qui est terriblement critiquée d'ailleurs aux États-Unis. Le nombre de sites d'organisations, d'anciens militaires américains qui dénoncent la version officielle du 11 septembre, c'est faramineux. On n'a pas ça en France. À part Messan, à part moi, quelques autres pointus sur le sujet, dans mon livre sur le complot mondialiste, les Américains ont une multitude de sites qu'on trouve sur Internet. Je l'ai signalé d'ailleurs, je crois que ça doit être dans l'avant-dernier numéro de La Politique. C'est un montage très très bien fait. Le montage, ça fait un peu dépréciatif, mais c'est un montage technique qui démontre par l'image comment l'histoire de la percussion des avions sur les deux tours n'est pas possible. Ils émettent l'hypothèse d'un hologramme, genre. Exactement. Ben, vous n'avez qu'à regarder les films américains de catastrophe. Tout est hologramme. On peut tout faire avec. Qui levait le nez à l'époque quand ils se promenaient à Manhattan pour voir arriver les avions? Est-ce qu'on a seulement entendu le bruit des avions? Est-ce qu'on a entendu le bruit des avions? Simplement, ils ont vu les tours s'effondrer. Et par la suite, ils ont vu à la télévision l'image, en principe virtuelle, d'avions rentrant dans la tour. Mais, comme le faisait remarquer ce documentaire américain, normalement, si ces avions avaient réellement percuté les deux tours, ben, il y aurait dû avoir des débris qui seraient tombés à l'extérieur, qu'on aurait retrouvés. On n'a rien retrouvé. C'est même curieux. Donc c'est un montage cinématographique. Et ce documentaire, j'en ai donné la référence, je crois que c'était dans le dernier numéro. Donc pour ça que je recommande tout de même à nos auditeurs de s'abonner à La Politique, parce qu'ils trouveront des choses qu'ils trouveront nulle part ailleurs. Je dirais pas surtout dans notre presse dite nationale ou nationaliste, parce que, en fait, ce ne sont pas des travailleurs. Enfin bref, ils sont là-dessus, ils ne trouveront pas. Du coup, est-ce qu'on assiste à une transformation des principaux acteurs du nouvel ordre mondial
Est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt d'ailleurs d'un nouvel ordre américain? Ça coule de source. C'est évident. Oui. C'est évident. C'est évident. Alors, ce qui est intéressant, et votre question est intéressante, c'est que, en fait, on doit remonter à l'Empire britannique, qui était la première copie de véritable empire mondialiste. L'Empire britannique. Et rappelez-vous le texte que je cite du British Israel, qui était une structure judéo-maçonnique anglaise, du fin 19e, début 20e, qui disait à peu près ceci: nous, avec les dominions britanniques, les Américains, les Juifs, etc., sommes toute la race d'Israël. Je le cite de mémoire, c'est dans mon livre, c'est dans la maçonnerie et c'est dans le complot mondialiste. Donc tout est là. Alors, on pourrait faire aussi la comparaison avec d'anciens empires, byzantins, les Mongols, etc., la Perse. La différence, c'est que là, ce sont des empires idéologiques, qui n'était pas le cas autrefois. C'était pas idéologique, c'était la volonté d'un homme qui était un chef de guerre qui imposait son empire. C'était pas idéologique. Aujourd'hui, c'est idéologique, c'est philosophique, c'est religieux. C'est ça la grande différence. Mais du coup, est-ce qu'on peut encore parler d'un nouvel ordre mondial? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt glisser vers la notion de nouvel ordre plutôt américain qui se heurte à l'émergence d'une multipolarité? Bon, c'est-à-dire, non, je crois qu'il faut garder le terme de nouvel ordre mondial parce que ça concerne le monde entier, c'est la globalité. Mais l'acteur, c'est l'Amérique. Le vecteur, c'est l'Amérique. Mais il n'y a pas d'autres ordres mondiaux qui sont en train d'émerger? D'autres projets? Alors, ça c'est autre chose. Là, ce qui émerge justement, et ça c'est la grande erreur à mon sens de la thèse de Hillard, c'est de dire que la Russie et la Chine sont en train de créer un nouvel ordre mondial qui sont eux-mêmes des mondialistes. Non, c'est pas ça du tout. Ce sont deux empires, l'empire russe et l'empire chinois, qui veulent se défendre de cette emprise mondialiste américaine. Ça ne veut pas dire qu'ils vont se fondre dans l'ordre mondialiste. Ils sont eux. Est-ce que vous voyez un Poutine ou est-ce que vous voyez le président chinois se mettre aux ordres du mondialisme? C'est eux, ce sont des nationalistes tout simplement. Mais en empire. Alors si on parle de nouvel ordre mondial, qu'est-ce qu'était l'ancien ordre mondial? Ça dépend. Je crois y avoir déjà répondu. Ça dépend à quelle époque, jusqu'à quelle époque on remonte. Je vous dis je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait eu l'Empire britannique qui était la première mouture de cette vision mondialiste des choses, à travers l'Empire britannique. On pourrait parler de la chrétienté aussi, qui jusqu'au Moyen-Âge était un empire religieux sur toute l'Europe qui représentait le monde à l'époque, qui était universel. D'ailleurs, quand on dit catholique, ça veut dire universel. Ça ne veut pas dire mondialisme, ça veut dire que le message du Christ est fait pour tout le monde. C'est pas la même chose, donc il ne faut pas mélanger les choses comme le font certains. C'est totalement différent. Le christianisme était un nouvel ordre mondial, mais pas mondialiste. Voilà. L'importance de bien se mettre d'accord sur le sens des mots. Très important. Mais du coup, la Russie et la Chine, elles suivraient plutôt le principe des nationalités. Tout à fait. Alors, je n'aime pas le terme de principe des nationalités, qui est un terme qui a été créé par René Joannet, parce qu'à l'époque, on utilisait indistinctement le mot nationalisme pour ceux qui défendaient la nation constituée et pour ceux qui prétendaient faire du séparatisme. Ça, c'est dans mon livre « Le nationalisme français », je crois qu'on va bien insister là-dessus, c'est une notion fondamentale. Je n'utiliserai pas le terme de principe des nationalités pour la Russie et la Chine, j'utiliserai le mot nationaliste. Patriotisme, si vous préférez. Ils en sont peut-être pas conscients eux-mêmes, mais ils font du nationalisme. Que diriez-vous à ceux qui cherchent à souffler sur les braises en avivant les conflits chrétiens-musulmans ou États-Unis-Russie? Je crois qu'on l'a déjà évoqué, plus ou moins.
tout à l'heure, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont les petits soldats du mondialisme, tout simplement. Et qu'ils participent à ce qu'on essaye de nous faire, c'est-à-dire la guerre des mondes. La guerre des mondes, la guerre des civilisations. Moi, je ne suis pas pour qu'on installe l'islam en France, mais à la limite, s'ils veulent l'islam dans leur pays, pourquoi pas? Mais chez eux. Chacun chez soi, point à la ligne. C'est pour ça qu'on peut s'entendre. Mais chacun chez soi. Et rappelez-vous le nombre de fois où j'ai rappelé cette fameuse déclaration que je cite dans le nationalisme français, entre autres, et dans le complot mondialiste, de ce vice-ministre de la culture iranien, c'était en 1993, je crois, et je n'avais trouvé ce document que dans le quotidien du soir belge, le soir, où ce ministre du culte iranien annonçait que l'Iran avait proposé au Vatican une alliance contre l'athéisme et le mondialisme. 93. On a des adversaires communs, donc on a des intérêts communs. Et on peut les défendre tout en restant chacun avec notre culture chez nous, chacun chez soi. Pourtant simple. Je suis contre toute tour de Babel. Que pensez-vous de Theresa May, de sa politique de l'emploi et de son plan éventuel de réindustrialisation de l'Angleterre? Alors c'est très curieux. Bon, cette personne, je ne la connaissais pas, elle était, à mon avis, assez inconnue du public, sauf peut-être britannique, je n'en sais rien. Mais elle est surprenante parce qu'elle vient de proposer la préférence nationale, tout simplement. En demandant aux industries anglaises d'engager de préférence des citoyens britanniques. C'est tout le contraire de ce qu'a fait Sarkozy, avec sa discrimination positive, puisqu'au nom de la soi-disant intégration des immigrés, on donnait la préférence à l'immigré par rapport aux Français de souche. Donc elle fait tout le contraire. Elle fait du nationalisme, elle aussi, sans le savoir peut-être, mais c'est une position nationaliste. Très intéressant. Et d'ailleurs, alors ceux qui disent, mais c'est la ruine, la sortie de l'Europe, etc., mais regardez l'Angleterre. Ah oui, mais regardez, la bourse, la livre plonge. Ah oui, mais la bourse anglaise monte. Pourquoi? Et parce que comme la livre s'affaiblit, les fabrications anglaises vont être vendues plus facilement. C'est évident. Donc le commerce, il va mieux marcher. Donc voilà l'intérêt de la sortie de l'Europe. Entre autres. Oui, la perte de valeur d'une monnaie n'est pas une mauvaise chose. Bah, évidemment. Donc, l'essentiel, c'est que, d'abord, dans toute politique économique d'une nation, il faut d'abord faire une économie tournée vers l'intérieur. Une économie capable de travailler en autarcie. Ce qui veut dire d'abord pour l'intérêt général de la nation, de ses citoyens. Si en plus on peut faire de l'exportation, etc., oui, mais ce n'est pas le but premier. Le but premier, c'est d'être indépendant et de fabriquer pour nos nationaux avec des entreprises nationales. Et apparemment, Theresa May l'a compris. D'où un plan de réindustrialisation. Exactement. Avez-vous un commentaire sur le rachat de Monsanto par Bayer pour 59 milliards de dollars? Vous imaginez ce que ça représente, 159 milliards de dollars? Non, absolument pas. On a du mal à s'imaginer. Mais ce que l'on peut tout de même avoir comme commentaire, réaction, c'est dire, pour qu'ils arrivent à libérer pareille somme, vous vous rendez compte des bénéfices faramineux que ces entreprises pharmaceutico-chimiques et compagnie peuvent faire dans l'année. Étonnez-vous après du poids de ces lobbies pharmaceutiques et autres sur la politique. Pourquoi croyez-vous que certains produits Monsanto et compagnie, et d'ailleurs de firmes fameuses, les vaccins américains, l'histoire du Twitter ou du vaccin que dénonce le professeur Joyeux, le vaccin qui est dangereux avec l'adjonction du vaccin
avec les vaccins contre la diphtérie, le tétanos et la polio, qui est dangereuse par son support, un support chimique qui peut provoquer la sclérose en plaques. Eh bien, regardez le mystère de la santé avec notre chère Marisol Touraine, il n'est pas question d'y toucher parce qu'il y a le poids du lobby pharmaceutique américain. C'est GlaxoSmithKline, je crois, qui en est le fabricant. Et il y a aussi Sanofi. Et imposé par l'Europe. Et imposé par l'Europe. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle la plutocratie. Le poids de la finance sur la démocratie. Que pensez-vous de la Déclaration internationale des droits sexuels, qui, je crois, commencerait à partir de 10 ans, et qui est promue par l'ONU? C'est pas la première fois qu'on en entend parler, on en a déjà parlé à plusieurs reprises dans la politique. Il y a déjà plusieurs mois de ça, parce que périodiquement, c'est une espèce de serpent de la mer qui nous ressortent. Jusqu'à présent, ce n'est pas passé, mais il y a tout de même eu un petit livre qui a été édité par la représentante de l'ONU en Europe, et c'est destiné aux enfants européens. Européens. Et on l'avait fait remarquer dans la politique, justement. Or, cette représentante de l'ONU en Europe s'appelle... Comment elle s'appelle déjà? Prénom... je ne me rappelle plus son prénom, mais en tout cas, son nom c'était Jacob. Curieux. Hein? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais en tout cas, retenez ça, je cite la chose, et elle avait fait imprimer une plaquette qui recommandait, mais c'était quasiment dès le berceau, c'est-à-dire apprendre aux enfants ce que c'est que la masturbation, etc., etc. C'est hallucinant. On est gouverné par des malades sexuels. Il y a l'idée que les enfants n'appartiennent plus à et bien entendu, ça va avec, bien entendu. Ça c'est le bouquin de Vincent Payon, ce remarquable représentant de la communauté juive française. Dans son livre, la Révolution française n'est pas terminée. C'est remarquable. D'ailleurs, je vais y revenir cet après-midi dans ma conférence sur la démocratie. Donc c'est la République qui doit éduquer... oui, bien entendu. Mais c'est une notion marxiste aussi, puisque c'était déjà le thème du communisme. Or, le communisme, c'est quoi? C'est le marxisme. Et le marxisme, c'est quoi? C'est Marx. Et Marx, c'était quoi? Quelle était l'origine? On en revient toujours. C'est curieux comme on revient toujours au même dénominateur commun, le monde juif. Destructeur, par nature. Alors, question suivante. Destructeur et pourrisseur. Oui, pardon. Julian Assange, qui affirme qu'Hillary Clinton a vendu des armes américaines à l'État islamique. Que pensez-vous de cette déclaration? C'est évident. C'est évident. Elle n'est pas la seule responsable. Elle a été en tant que ministre en fait des Affaires étrangères des États-Unis jusqu'à ce qu'elle prenne la décision de se présenter au présidentiel. Elle a été représentante de la politique américaine partout dans le monde, donc au Moyen-Orient. Il est évident, mais on le sait, c'est connu et archi connu que les Américains donnent des armes à l'islam tout en prétendant combattre l'État islamique. C'est invraisemblable comme duplicité. Je reviens là-dessus sur ce que je disais tout à l'heure. Cette capacité de duplicité américaine, c'est fabuleux. Ils disent une chose, ils font le contraire. Vous devenez brusquement très pensif. Hein. C'est un empire, ils créent la réalité, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Ils créent la réalité. Vous l'avez dit, ils créent la réalité. Shimon Peres est décédé. Vous avez un commentaire sur l'œuvre de l'ancien président israélien? Ah oui, sur l'œuvre. Sur l'œuvre. Un massacreur de Palestiniens, qui a eu son rôle dans la guerre des 6 jours. On l'a cité dans la politique dernièrement, justement, à propos des crimes de guerre israéliens, où ils ont assassiné des prisonniers égyptiens qui s'étaient rendus. Assassinés. Alors, les lois de la guerre, c'est les lois de la guerre tout de même.
Un prisonnier, il est couvert par les accords de Genève et il est prisonnier point à la ligne. On ne le liquide pas. Alors, ils ont liquidé. Et Pérez était aux commandes à ce moment-là. Donc, ce sont des assassins. Alors, curieusement, dans le monde israélien, il y a tout de même des Israéliens qui se rendent compte que ça va trop loin. Et il y a tout de même des réactions. C'est pour ça que là encore, il ne faut jamais mettre tout le monde dans le même panier. Il y a des juifs qui sont honnêtes. Pas la majorité, mais ça existe. Prenez la fameuse... comment elle s'appelle déjà Anne... bon, bref. En tout cas, c'était une juive qui a dit ça, qui avait dénoncé la police juive de la pensée. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Est-ce que Benjamin Netanyahou est plus modéré comparé à Pérez? Vous voulez rire, ma chère? Vous voulez rire? Mais en fait, sans les États-Unis, Israël n'existerait pas. Tout est là. C'est pour ça que si Poutine, avec sa politique de lente destruction du socle américain par sa politique de dédollarisation y arrive, si on arrive à supprimer l'empire américain, ça mettra de l'ordre dans le monde et peut-être qu'on arrivera à une période de paix dans le monde, mais pas avec les manifestations de ces oiseaux dont on parlait tout à l'heure. Mais Israël est quand même équipé militairement. Netanyahou vient de passer un accord avec Obama, l'accord financier le plus faramineux qui ait jamais existé entre les États-Unis et Israël au point de vue fourniture d'armes. 38 milliards de dollars. Effarant. Et puis, c'est continue. Et je pense à dire une chose, c'est que et les États-Unis, et surtout Israël, ont très peur de la suite au Moyen-Orient. Si jamais les Russes arrivent à imposer leurs lois localement, Israël, avec les Iraniens et le Hezbollah libanais, aura des soucis à se faire. Parce que le Hezbollah libanais apprend à se battre. Déjà qu'il avait donné la pâtée aux Israéliens quand les Israéliens avaient cru pouvoir entrer comme dans du beurre au Liban en 2006. Rappelez-vous la guerre de l'été 2006. Ils ont bombardé les villes libanaises. Ils ont été obligés de battre en retraite. Sur le terrain, ils ont été... Passons aux questions un peu plus historiques. Nous sommes le 8 octobre. En 1967 était capturé Che Guevara. Pourriez-vous nous donner votre avis sur ce personnage? Ça, c'est tout le problème de l'Amérique du Sud. Une réaction de gens, on pourrait dire quasiment nationalistes ou patriotiques, je ne sais pas comment définir. C'est tout de même pas ce qu'ils ont fait, c'est pas tout à fait du nationalisme tel que nous l'entendons. Mais c'est une réaction contre le capitalisme yankee. Que ce soit à Cuba, contre Bautista, qui était un homme des Américains, partout en Amérique du Sud où il y a eu ces révolutions gauchistes, ça a été une révolution, je dirais presque qu'on pourrait appeler national-socialiste. Mais qui n'étaient pas national-socialistes parce qu'ils n'étaient évidemment pas formatés dans ce sens-là. Ils étaient formatés dans un sens marxiste. Mais en fait, et c'est là que c'est intéressant relativement pour nous, en tout cas pour les Russes, pour Poutine, c'est que ce sont de ce fait des alliés objectifs contre l'Amérique sioniste et le capitalisme international. C'est ça qui est intéressant. Alors ce qu'il faut souhaiter, il faut y aider, c'est les faire évoluer vers une vision nationale et sociale de leur pays, pas marxiste. Et Guevara, c'était ça. C'était une réaction fondamentalement épidermique contre le capitalisme américain. Et plus récemment au Venezuela avec Hugo Chavez, etc. Chavez qui très probablement était empoisonné. Et regardez au Brésil, c'est ça que vous voulez dire, non? Oui, au Brésil, par exemple, avec Dilma Rousseff qui a été écartée. Alors là c'est le plus beau, elle a été écartée par
sous prétexte de malversation, etc. Mais par qui? Mais par des gens qui eux-mêmes sont condamnés. Celui qui a été le chef de la révolte contre Dilma Rousseff vient d'être mis à la porte à cause de ses propres malversations. Or, c'est quoi cette espèce de révolution orange contre ce pouvoir tout de même quelque peu gauchisant avec Lula et sa successrice Dilma Rousseff? C'est une reprise en main du Brésil par les Américains. Pourquoi? Parce que le Brésil fait partie des BRICS, hein, qui travaillent avec la Russie et la Chine. Donc vous voyez, action, réaction, action, réaction, action, réaction. Oui, on dit que Michel Temer, le nouveau président, n'est pas... Exactement, mais c'est de lui dont je parlais justement. Et les négociations de Maduro avec les États-Unis, le successeur de Chavez, il a appelé les États-Unis pour négocier, discuter. Il a aussi appelé la Russie au même moment. Je crois qu'il essaie de noyer le poisson et de gagner du temps. Il est un peu sous pression avec les revenus du c'est pas pétrole. compliqué, mais là aussi c'est la même chose. Ce sont les Américains qui essayent de reprendre la main. Le Venezuela, c'est tout de même pas n'importe quoi. C'est un très gros producteur de pétrole. C'est évident. Non, c'est une lutte à mort, parce que les Américains se rendent très bien compte qu'avec la tactique de Poutine, ils risquent de perdre la main sur le monde. C'est une lutte à mort. Et c'est pour ça qu'on risque à tout moment les débuts d'une troisième guerre mondiale. Parce que pour eux, ça risque d'être la dernière solution possible pour essayer de s'en sortir. C'est rassurant. Question suivante, Eric. Êtes-vous monarchiste? Ça dépend ce qu'on entend par là. Alors, je suis pour le principe monarchiste. Mais le problème, c'est que je suis d'abord pour les principes, pas pour le prince. C'est-à-dire que s'il doit y avoir une restauration de la monarchie en France, il faut d'abord les principes et le prince pour couronner le tout. Mais pas le prince tout seul. Surtout quand on voit les deux prétendants, soit orléanistes, soit légitimistes, qui passent leur temps à faire des déclarations démocratiques et républicaines. Alors là... Puis alors, bon, il a peut-être une bonne bouille, moi je veux bien. Enfin, Louis XX, banquier, roi de France, ça fait tout de même un peu curieux. Donc je suis pour le principe monarchique, mais je dis bien les principes d'abord. Et rappelez-vous ce que j'ai écrit dans mon livre Le nationalisme français. Le nationalisme a émergé en France en réaction à l'abandon de la monarchie de droit divin face à la Révolution. Le nationalisme en France, c'est en fait la régence de la monarchie par défaut. Par défaut. Parce que la monarchie n'existait plus, elle avait cessé de remplir son rôle. Voilà. Très bien, nous avons terminé. Si vous voulez conclure en rappelant la sortie de votre prochain livre sur l'armée. Oui, donc on devrait le recevoir, je pense, incessamment sous peu, dans une semaine. J'ai reçu les dernières corrections. Un grand merci, Eric. Ça va me permettre justement de terminer ça. Donc dès que les corrections sont faites, ça part à l'imprimerie. Et donc normalement, à peu près dans une semaine, on devrait avoir le livre. Donc ce sera certainement pour la prochaine conférence en novembre, c'est le 10 novembre. Prochaine conférence à Paris, 10 novembre. Et sous réserve d'actualité chaude, ce sera justement sur le sujet du livre. Ma prochaine conférence. Donc sur l'armée. Voilà. En tout cas, merci à vous deux. Merci à vous deux, parce que vraiment, ce sont d'excellentes questions qui touchent au sujet important qui nous concerne, ce qui permet justement de faire la contre-explication de tous les mensonges qu'on voit dans la presse. Merci à vous deux, et longue vie à nous tous.
Merci, monsieur Blanca.